Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le vendredi 7 février et voici les titres de l'actualité. En 65 ans d'existence, le centre scientifique de Monaco a su s'imposer comme un lieu de recherche incontournable et il le prouve encore aujourd'hui avec une collaboration inédite avec l'INSERM. Nous serons en duplex avec Didier Samuel, président directeur général de l'Institut français. Nous parlerons économie avec la conférence du Monaco Economic Board sur le poids de la culture dans ce domaine, mais également avec le Yacht Club de Monaco qui a organisé hier un dîner-débat autour des tensions géopolitiques actuelles et leur impact économique sur l'industrie du yachting. Nous recevrons également Camille Lambert, analyste en crypto-monnaie, à l'heure où cette monnaie numérique est en plein essor, notamment avec celle lancée par le président américain Donald Trump. Et puis nous refermerons cette édition avec un thème central en principauté, la protection des océans et de la biodiversité marine. Une de nos équipes a suivi des jeunes scolaires en charge de l'aire marine éducative dans leur mission d'apprentis plongeurs scientifiques. Mais d'abord, en bref, le prince Albert II a reçu aujourd'hui en son palais Antonio Tajani, accompagné de plusieurs hauts représentants italiens. Le vice-président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale d'Italie s'est entretenu avec le souverain sur les relations bilatérales, les liens culturels et la coopération transfrontalière. Sur X, l'homme politique évoque le souhait des deux pays d'organiser un forum d'affaires dans le but de renforcer les exportations et les opportunités d'investissement de leurs entreprises. Sur le volet de la santé, le centre scientifique de Monaco a écrit une nouvelle page de son histoire aujourd'hui en officialisant une collaboration d'envergure avec l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Les deux entités ont procédé à la signature ce matin d'un accord stratégique au ministère d'État. Pour en comprendre les objectifs, nous recevons le PDG de l'INSERM, Didier Samuel. Bonsoir professeur. Bonsoir. Vous êtes en principauté pour signer un protocole d'accord stratégique avec le centre scientifique de Monaco. Quel est l'enjeu de cette collaboration ? L'enjeu, c'est de développer les réseaux de recherche clinique entre la France et Monaco. Il existe en France un réseau de recherche clinique qui s'appelle EFCRIN, qui est piloté par l'INSERM, qui est le principal organisme de recherche biomédicale en France. Et donc nous avons signé un partenariat avec un nouveau réseau qui s'appelle donc MCRIN, donc Monaco Clinical Research Network, et donc un réseau de recherche clinique à Monaco qui va donc s'articuler avec le réseau français EFCRIN. Et que permettra donc ce MCRIN à Monaco et aussi à la France, puisque c'est une collaboration ? Ça doit permettre de développer de la recherche sur le patient et chez les patients pour développer des nouveaux essais cliniques, des nouveaux, ce qu'on appelle des essais thérapeutiques, développer de nouveaux médicaments et donc permettre d'associer recherche clinique et progrès médical. Et donc avec l'intérêt des réseaux, c'est de mettre en commun un certain nombre de patients dans différents centres, et donc des centres français et des centres monégasques. Et donc c'est pour nous, à la fois pour les patients monégasques, c'est la possibilité d'avoir accès à des essais cliniques en France, et l'inverse est vrai, c'est-à-dire pour des patients français et des médecins chercheurs français d'avoir accès aux patients monégasques qui seraient inclus dans des essais cliniques ou thérapeutiques. Et comment cette infrastructure fonctionnera-t-elle? De quoi ou de qui sera-t-elle composée? En fait, c'est une infrastructure qui existe en France depuis une douzaine d'années, qui s'appelle donc EFCRIN, qui réunit ce qu'on appelle des centres, des CIC, c'est-à-dire des centres d'investigation clinique, qui sont des centres présents dans chaque hôpital, qui permettent de réaliser des essais cliniques chez les patients, bien sûr avec l'accord des patients, et aussi de plus en plus avec la participation des patients. Et c'est donc l'idée, c'était donc de pouvoir s'articuler et d'ouvrir donc aux patients monégasques cette possibilité et cette articulation entre le réseau français et donc les hôpitaux de Monaco, et donc bien sûr les patients. Et lorsque le EFCRIN a été créé en 2012, c'était aussi pour donner à la recherche française une certaine visibilité européenne et internationale ?
Oui, c'est tout à fait vrai. Comme vous le savez, il y a besoin de ce qu'on appelle en recherche une masse critique, c'est-à-dire pour certains essais d'avoir un nombre important de patients. Donc quand la recherche se fait uniquement sur un seul hôpital, c'est souvent insuffisant. Quand on travaille en réseau, c'est beaucoup plus puissant, et FCRIN est d'ailleurs articulé avec ECRIN, qui est le réseau européen, et donc on ouvre FCRIN à MCRIN, qui est le réseau donc monégasque maintenant, et donc il va y avoir une articulation Monaco, France, Europe pour la recherche clinique, et dans des disciplines comme le diabète, l'asthme, les maladies cardiovasculaires, les maladies rénales, les thromboses, donc les thromboses vasculaires, les maladies psychiatriques, et donc beaucoup de possibilités de recherche dans des maladies très différentes. Il y a 21 réseaux FCRIN actuellement. Il va y en avoir 4 autres qui vont être labellisés prochainement. Et donc l'idée, c'est vraiment d'articuler avec les patients monégasques. Et plus largement, au-delà de la collaboration actuelle, quel lien entretient l'INSERM et le centre scientifique de Monaco ? Eh bien, écoutez, jusqu'à présent, il n'y en avait pas assez, et donc c'est une bonne raison de cette signature, puisque ça va permettre justement de développer des liens. Et puis le CSM a aussi une expertise sur, par exemple, la recherche sur l'océan. Et actuellement, une des nouvelles approches de la médecine, c'est tout ce qu'on appelle One Health, c'est-à-dire santé globale, et notamment l'impact de l'environnement, l'impact des expositions, l'impact de la pollution, l'impact du changement climatique sur la santé humaine et sur les nouvelles maladies. Et cet aspect, cette approche et l'expertise qu'a le CSM, notamment dans les approches environnementales, je pense peut être très intéressant pour l'étude de nouvelles maladies et pour développer la recherche clinique dans ce qu'on appelle la santé globale. On pourrait donc imaginer d'autres collaborations à venir. Merci beaucoup, professeur, d'avoir été avec nous ce soir. Ben, merci à vous. Alors qu'en fin de journal, nous vous présenterons 2 nouvelles expositions en principauté, faisons un point sur le secteur de la culture. Il joue un rôle moteur dans l'ensemble de l'économie, et ça, le Monaco Economic Board l'a bien compris. C'était le thème de la dernière conférence du Club Éco Monaco Matin organisée hier en présence de personnalités importantes de la place. Voici ce qu'il fallait en retenir avec Christine Datomel et Alexandra Marangoni. La culture joue un rôle moteur dans l'ensemble de l'économie. Cinéma, théâtre, musée, tous jouent un rôle essentiel et font partie des attraits d'un pays. C'est pourquoi les événements culturels organisés en principauté visent tous l'excellence et attirent ainsi des profils d'exception. Un aspect que la principauté a bien compris dès l'origine de son développement au XIXe siècle. Dans la compétition entre les villes pour accueillir les habitants, la culture, les grands musées, les grands opéras sont une dimension fondamentale. Si vous avez le choix par exemple entre Dubaï et Monaco, vous allez peut-être venir davantage à Monaco, plus volontiers en tout cas, parce qu'il y a le musée national de Monaco, et puis il y a l'opéra qui est très bien, et puis il y a le musée océanographique, autant d'infrastructures culturelles qui n'existent pas à Dubaï. Et il est vrai que le Grimaldi Forum, qui a cet ADN culturel très prononcé depuis plus de 25 ans, offre une programmation qui s'étale toute l'année. Et bien entendu, ça engendre pour Monaco des retombées économiques directes et indirectes. Je dirais que ce sont des musées et des institutions qui sont pointues, qui sont à l'échelle de la principauté, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas immenses. Si vous comparez l'opéra de Monaco à l'opéra Garnier, évidemment, c'est plus petit. Néanmoins, la qualité est vraiment là. Une recherche prestigieuse donc pour Monaco, une rigueur que s'est toujours imposée le Grimaldi Forum dans le choix de sa programmation. Et cette année encore, la qualité est au rendez-vous. Comme toujours, une programmation éclectique, grand public, populaire dans le bon sens du terme, puisque l'on a Pascal et Obispo le 2 avril. Avant, on a 20 milieux sous les mers, en coproduction avec les théâtres Princesse Grasse, parce que c'est aussi important pour nous de monter des événements en coproduction avec des entités culturelles monégasques. Il y aura également des rendez-vous des TLS réguliers, et puis nous avons la chance de présenter cet été, vous savez que ça c'est mon petit coup de cœur préféré, une grande exposition avec le Centre Pompidou. Nous profitons de leur fermeture pour faire une exposition qui va s'intituler Couleurs, chef-d'œuvre du XXe siècle, et qui est vraiment une anthologie de la couleur à travers des chefs-d'œuvre du XXe siècle de ce prestigieux musée parisien.
Aujourd'hui, cette excellence de la culture à Monaco est toujours de mise et participe activement au rayonnement et à la prospérité du pays. Armateurs, designers, capitaines, les acteurs de la Grande Plaisance se sont réunis au Yacht Club de Monaco pour un dîner-débat hier. Le thème de ce 17e symposium, les tensions internationales actuelles et leur impact économique sur l'industrie du yachting. Gaëtan Lebrun et Thomas Deus. Fédérer les amateurs autour des valeurs du yachting, c'est l'objectif que s'est fixé le Yacht Club Monaco. Avec des normes écologiques qui ne cessent d'évoluer, l'industrie nautique monégasque a décidé d'encourager les innovations et accompagner le développement du yachting à l'aide de conférences sur le sujet. Que veut dire symposium économique? Ça veut dire qu'on fait un point sur la situation du yachting en général avec l'industrie, pour savoir où nous en sommes des carnets de commandes, où est-ce que la clientèle s'intéresse le plus au yachting, comment se déplace l'intérêt du yachting dans le monde. Et c'est à ce titre-là que Monaco est Capital Advance of Yachting. De nombreux spécialistes ont pris part à ces débats animés afin de discuter de l'impact économique et environnemental du yachting mondial. C'est le cas de Nathalie Kever. Cette chef de projet a présenté un outil innovant pour réduire considérablement la pollution engendrée par les yachts. Le Sea Index, c'est une gamme d'outils qui permettent de manière neutre pour les armateurs de calculer leur empreinte carbone. Pas simplement les armateurs, mais également toute partie prenante qui serait intéressée de connaître l'empreinte carbone des super yachts basée sur l'intensité énergétique des bateaux. L'industrie nautique reste un sujet de société qui ne cesse d'évoluer au fil des années, principalement sur le littoral méditerranéen qui compte plus de 2200 yachts. Et à lui seul, le Yacht Club de Monaco regroupe un quart des yachts répertoriés dans la liste des 100 plus grands bateaux privés du monde. C'est un univers d'ailleurs souvent abordé par le MEB, celui des crypto-monnaies. Cette monnaie numérique ne cesse de se développer et fait émerger en nous encore beaucoup de questions. Quel est son fonctionnement, ses avantages et ses points de vigilance? Pour y répondre, nous recevons ce soir une experte en la matière. Bonsoir Camille Lambert. Bonsoir Sarah. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'une crypto-monnaie et comment cela fonctionne? Alors, une crypto-monnaie, c'est surtout en rapport à une technologie qui s'appelle la blockchain. Alors, l'histoire de cette technologie, c'est que contrairement à l'ensemble du système monétaire où on a ce qu'on appelle des tiers de confiance, c'est-à-dire une banque, un État ou des gouvernements, là, le tiers de confiance est décentralisé, c'est-à-dire que plein d'endroits dans le monde vont posséder une information et donc cette information n'est pas modifiable puisqu'il y a plein de copies de cette information. Et donc finalement, on considère que ce tiers de confiance passe d'une banque, donc d'une seule personne à une communauté. Et donc ça, c'est la technologie blockchain. Et donc sur cette technologie est né ce qu'on appelle des tokens ou des coins, qui sont donc les monnaies qui se baladent sur cette blockchain. C'est la rémunération pour utiliser cette blockchain. Donc ça, c'était le concept de départ. Et après, donc on va venir sur les crypto-monnaies plus classiques qu'on connaît tous. Il y a le Bitcoin, dont on parle beaucoup en ce moment, surtout du côté américain et européen pour d'autres raisons, plutôt côté régulation. Et puis, il y a plein d'autres coins, comme l'Ethereum, et puis il y a des stablecoins, qui ont aussi des utilisations très intéressantes. Voilà, donc c'est différents types de coins, de sous-jacents, qui sont créés par la blockchain. Et si ce système, comme vous l'avez dit, de paiement numérique ne s'appuie pas sur les banques pour vérifier les transactions, qu'est-ce qui permet alors de l'encadrer et d'assurer une certaine sécurité à ceux qui l'utilisent? C'est que, en fait, ce système a repris tous les codes de la banque. C'est-à-dire que pour rentrer sur ce système, il faut montrer patte blanche, donc il faut faire un KYC, Know Your Customer. Donc ça veut dire que vous déclinez votre identité, vous dites d'où viennent les fonds, comme dans la finance traditionnelle. Si par exemple je viens avec 10 000 $, je dois dire d'où viennent ces fonds. Si je transfère cet argent à quelqu'un, la personne en face, je dois savoir qui c'est. C'est juste que la personne qui tient le registre n'est pas une banque, c'est un système décentralisé. Le président Trump a lui-même mis en circulation sa propre crypto-monnaie. Cela vous a-t-il surpris et qu'en pensez-vous? Alors, c'est pas vraiment une crypto-monnaie, c'est ce qu'on appelle un meme coin. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va utiliser un événement ou quelque chose de son histoire pour créer son propre token. Et d'ailleurs, c'est pas un coin, c'est un token, et qui va espérer que des gens l'achètent et le vendent. Et comme c'est le président des États-Unis, les gens font des paris dessus en imaginant qu'ils vont faire de l'argent, mais bad news, ce ne sera certainement pas le cas à long terme, puisqu'aujourd'hui, il faut savoir que de la même manière que en finance traditionnelle, il y a des gens dont c'est le métier
de traiter ce genre de produits, qui ont des outils beaucoup plus sophistiqués que vous et qui donc, eux, sont en capacité de faire de l'argent parce que c'est leur métier. Et donc, je déconseille au grand public d'en acheter, sauf peut-être 1 euro pour voir comment ça marche, mais s'arrêter là. Et comment acheter alors de manière générale des crypto-monnaies? Est-ce que vous recommandez à tous les publics de le faire d'ailleurs? Pour moi, je pense que la crypto-monnaie, c'est comme l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qu'il faut comprendre avant de pouvoir soit dire qu'on n'en veut pas, qu'on critique. Donc moi, de la même manière que je recommande toujours à mes clients d'ouvrir un compte d'intelligence artificielle pour poser des questions bêtes, même sur ces choses de cuisine, eh ben, je recommande à tout le monde d'acheter de la crypto-monnaie, soit un tout petit peu de Bitcoin. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le Bitcoin vaut 100 000 $. Aujourd'hui, là où on parle, il doit valoir peut-être un peu plus. Et vous n'avez pas d'obligation d'acheter un Bitcoin en entier. Vous pouvez très bien acheter l'équivalent de 10 euros de Bitcoin. Mais je trouve que c'est important aujourd'hui d'avoir ce qu'on appelle un wallet. Donc, c'est l'endroit où vous stockez cette crypto-monnaie, d'en acheter pour comprendre comment ça marche. Parce que même si on ne croit pas dans les différents coins qui existent, aujourd'hui, il faut voir qu'il y a quand même un énorme intérêt à la blockchain. C'est qu'aujourd'hui, dans le système financier, et à Monaco, je pense que pour le coup, les gens sont bien renseignés là-dessus, si vous voulez faire un virement le week-end ou sur un jour férié, ce n'est pas possible, puisque le système financier est fermé. Ce qui n'est pas le cas de la blockchain, puisqu'elle est ouverte 24 heures sur 24, y compris les jours fériés. Donc, imaginons que vous voulez envoyer de l'argent à votre mère dans un pays où le système financier est fermé en ce jour-là. Elle a besoin de cet argent. Vous pouvez lui envoyer un stablecoin, soit euro ou dollar, qui lui, du coup, ne va pas être dépendant du jour férié. Elle va le recevoir immédiatement et surtout, les frais de transaction sont très limités par rapport à la banque qui se sert souvent sur les frais de transaction entre pays. Donc ça fait partie des avantages. Et que peut-on acheter avec des crypto-monnaies? J'ai lu des produits de luxe, des voitures, des assurances même. On peut même acheter sa baguette. Le problème, c'est pas vraiment d'acheter des produits avec la crypto-monnaie, c'est quel fait générateur de fiscalité cela va créer. Aujourd'hui, quand vous achetez de la crypto-monnaie, selon le pays en Europe où vous résidez, vous n'avez pas du tout les mêmes règles de fiscalité. En France, donc par exemple, si moi je décide d'acheter une baguette de pain chez mon boulanger, je vais payer avec ma crypto-monnaie. Lui, en fait, il va recevoir des euros, il va pas se rendre compte que j'ai payé en crypto-monnaie. Mais ce qui va se passer, c'est que ça va créer un fait générateur de fiscalité pour moi, puisque je suis passé ce qu'on appelle en monnaie courante en fiat, donc en euros. Donc je vais devoir, à ce moment-là, voir la valeur totale de mon portefeuille. Et si mon portefeuille est en plus-value, je vais devoir payer 30% de cette somme lors des impôts de façon récurrente en impôt sur le revenu. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup la narrative sur acheter sa baguette avec sa crypto, mais payer sur une baguette à 1,50 €, 30% de taxes, parce que l'ensemble de son portefeuille est positif, c'est quand même se complexifier beaucoup l'achat de la baguette. Merci beaucoup Camille Lambert d'avoir partagé avec nous votre expertise. Merci beaucoup Sarah. Nous allons à présent prendre un peu de hauteur avec ces clichés à découvrir en ce moment dans la Galerie des Pêcheurs. Les nombreux passants souhaitant accéder à Monaco-Ville pourront contempler des images inédites sur la Méditerranée vue du ciel. Le prince Albert II vient d'inaugurer l'exposition. Fabien Bonilla et Julien Laugier. 26 photos prises par satellite consacrées à la Méditerranée. C'est ce que le souverain a pu découvrir jeudi soir lors de l'inauguration de cette exposition à la Galerie des Pêcheurs. Son nom, Méditerranéa. Son objectif, raconter l'histoire et la beauté de cette mer en passant entre autres par Istanbul, Venise, la Corse, la Sicile et bien sûr Monaco, tout en insistant sur l'impact écologique notamment dû au réchauffement climatique. L'exposition, c'est une exposition promue par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale italienne avec l'Agence spatiale italienne et l'Agence spatiale européenne. C'est une exposition itinérante et la curatrice c'est réalisée par Madame Viviana Panaccia. Et c'est une exposition qui veut démontrer la beauté de la Méditerranée, les mythes, la civilisation, l'urbanisation. Mais ici, dans la Principauté, nous avons travaillé avec les accords, les secrétariats exécutifs des accords de Ramoge, Cobamas et Pelagos. Et nous avons essayé de mettre en place une exposition de 2 mois pour démontrer le public qui passera dans cette galerie de prendre conscience de l'importance de la mer Méditerranée. Les 26 clichés pris par satellite de cette mythique Méditerranée sont visibles à la Galerie des Pêcheurs jusqu'au 30 mars.
Autre exposition à découvrir, inaugurée cette fois par la sœur du souverain, son Altesse royale, la princesse de Hanovre. Il s'agit d'Agora, visible à la Villa Sauber. Elle prend la forme d'un laboratoire. L'idée, permettre au public de mieux comprendre les enjeux d'un musée. Les équipes du nouveau musée national de Monaco vous accueillent jusqu'au 4 mai, tous les jours de 10h à 18h. L'entrée est gratuite le dimanche. Dans un autre registre, Suisse Courtage a ouvert sa nouvelle agence en principauté, située boulevard Princesse Charlotte au Spring Palace au cœur du Carré d'Or. Elle est dédiée à 100% à la clientèle privée en réponse à la demande croissante à Monaco. Qu'est-ce qu'une agence de courtier en assurance? Quelle est la stratégie derrière cette nouvelle adresse? Réponse avec Alban Gingembre et Camille Caloni. C'est une première à Monaco et en France, une agence de courtier en assurance exclusivement dédiée à la clientèle privée. Le but, étudier toutes les options disponibles sur le marché avant de signer un contrat d'assurance en bénéficiant d'un accompagnement sur mesure. On est là pour défendre les intérêts du client. On définit les besoins avec les clients et on les consulte et on essaye d'identifier donc la meilleure réponse aux besoins et on guide le client dans la souscription de ses contrats. Donc un courtier a un rôle intéressant puisqu'il a une vision globale du marché. Internationale et fortunée, la clientèle monégasque est demandeuse de ce genre de service. Un client peut venir pour assurer vraiment tous ses assets, que ce soit évidemment son habitation, que ce soit son bateau, pour sa santé, puisque souvent ces clients ont des besoins de santé internationale. Également l'automobile, ce sont des véhicules, des flottes automobiles, ils ont 10, 15 véhicules, on voit puis des véhicules vraiment de prestige. Et également peut-être accompagner les clients dans leurs différentes résidences, puisque Suisse Courtage dispose d'agréments dans tous les pays européens au travers du passeport européen de l'assurance. De nouveaux services en habitation, en automobile et en santé sont à l'étude pour un accompagnement encore plus sur mesure. Elle est le lien entre les parents et la direction des écoles. L'APEM célèbre cette année son 60e anniversaire. L'association des parents d'élèves de Monaco a organisé cette semaine un dîner au restaurant de la Société nautique en présence du souverain. Je vous propose d'écouter sa présidente à propos des missions et des objectifs de cette organisation. Nous sommes les porte-parole entre les parents et les autorités, entre les parents et les directions des écoles. On a 1000 familles adhérentes. C'est un bel résultat. Chaque année, on monte un associé, on est très content. Les objectifs, c'est la réussite, le bien-être et l'épanouissement des enfants, qu'ils arrivent à être des adultes sereins, accomplis. Et nos manifestations les plus importantes pendant l'année, c'est le forum des séjours linguistiques et le forum des universités étrangères qui a vu la lumière l'année dernière. Qu'est-ce que ça représente pour vous de célébrer comme ça ce 60e anniversaire? C'est un bel résultat, on est à la 3e génération des associés. C'est quand même une petite dame qui vieillit petit à petit. Des propos recueillis par Fabien Bonilla. Pour ces élèves-ci, les poissons n'ont plus aucun secret. Cette semaine, l'AMPN, l'association monégasque pour la protection de la nature, a invité les scolaires de la classe de 7e de l'école Saint-Charles, en charge de l'aire marine éducative, à se mettre dans la peau de plongeurs scientifiques. Vanessa Dessy et Julien Logier étaient auprès d'eux. Voyez le reportage. Observer les prédateurs marins sans les déranger, c'est l'expérience scientifique inédite qu'ont vécue des élèves de 7e de l'école Saint-Charles, encadrés par la MPN et à l'aide d'une technologie de caméra sous-marine à pâté. L'opération a permis d'étudier la faune carnivore de leur aire marine éducative. Ce programme allie innovation et pédagogie. Aujourd'hui, on les initie à un nouveau protocole, c'est l'immersion de caméra Bruce. Alors, ces caméras, c'est un système de vidéo. Donc, on immerge une plateforme avec 2 caméras de part et d'autre qui sont orientées sur un axe particulier. Et au bout de cette plateforme, on a une boîte avec des appâts, ce sont des sardines, dont les poissons carnivores vont être attirés par ces appâts et passer devant les caméras. Donc, on arrivera à déterminer quelles sont les espèces qui vivent dans l'aire marine éducative et qui évoluent en l'absence de plongeurs. 1, 2, 3. Ils se jettent comme ça en fait.
Les enfants ont plongé dans le monde fascinant de la biologie marine, entre manipulation du matériel, immersion des caméras et découverte des premières images. L'expérience ludique leur a permis d'observer de près la biodiversité locale et de mieux comprendre l'importance de la préservation des océans. Ils adorent ça, alors déjà ils apprennent beaucoup de choses en termes scientifiques, et puis l'intérêt c'est qu'ils peuvent manipuler eux-mêmes. On n'est pas là pour juste leur dire on a fait du film, on leur apporte les outils et à partir de là ils vont découvrir aussi ce que c'est avec les désavantages liés par exemple à l'odeur de sardines. Vous avez bien coché la murène sur votre liste d'espèces ? Après une immersion encadrée au solarium de la digue Régnier 3, les images collectées ont offert un précieux aperçu de la biodiversité locale. Avec le soutien de la Fondation Prince Albert II et l'organisation Community Jamil, l'interprétation des résultats permettra d'acquérir une vision globale de la biodiversité et de proposer des actions de conservation. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Ne manquez pas dans un instant votre après-JT. Le magazine que nous vous proposons ce vendredi est consacré à l'UNSS, l'Union nationale des sports scolaires, et les différentes disciplines proposées en principauté les mercredis, alors que Monaco a été désignée capitale mondiale du sport en 2025. Juste avant cela, votre météo, présentée par Marie Bonnet-Blanc, et les photos de clôture. Axel Bastello nous plonge dans la galerie des pêcheurs à la découverte de la nouvelle exposition Méditerranéa. Et Stéphane Dana, lui, à la Villa Saubert pour l'exposition Agora, inaugurée par Son Altesse Royale, la Princesse de Hanovre aujourd'hui. A tout de suite pour l'après-JT. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver afin de faire un point sur la météo de demain. Malheureusement, ce week-end sera pluvieux. Demain, le ciel sera gris et des averses sont annoncées. Côté température, il fera 10 degrés dans la matinée, puis dans l'après-midi, ça grimpera pas beaucoup avec seulement 12 petits degrés. Nous souhaiterons néanmoins une très belle fête à toutes les Jacqueline. Et puis en ce 8 février, c'était le jour de la naissance de Jules Verne, le célèbre écrivain qui avait notamment écrit Le Tour du monde en 80 jours. C'était la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.